Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. C'est une ferme volonté affichée, la lutte contre les faux médicaments. Le ministère de la Santé et la police lancent des opérations. Un important lot de médicaments frauduleux saisis dans la commune d'Abobo. Des cliniques irrégulièrement installées seront fermées. L'une d'entre elles, à Djamé, n'a pas échappé à cette action d'assainissement du secteur. La Côte d'Ivoire va basculer en mode budget programme à partir de 2020. Une gestion axée sur davantage de résultats. Les agents de la direction du budget préparent ce basculement. Ils sont en réflexion. Le secrétaire d'État Moussa Sanogo appelle à rester dans le cadrage et à prendre en compte les priorités du gouvernement. Et puis Ebola en République démocratique du Congo, encore une autre région touchée. 2 cas confirmés dans le sud Kivu, annonce le gouverneur de la province. Une dame et son enfant, elle est décédée. Les nourrissons pris en charge. L'épidémie sévit depuis 1 an en RDC. Le ministère de la Santé entend mettre fin à la vente de faux médicaments. Avec la police, des actions seront menées sur le terrain. Une importante quantité de faux médicaments saisis dans la commune d'Abobo. Une clinique privée à Djamé est également fermée. Salima Toudia. L'opération n'a duré qu'1 heure. Les éléments de la police viennent de mettre la main sur des tonnes de médicaments falsifiés, dissimulés dans un magasin servant d'entrepôt. La saisie a eu lieu ce vendredi matin à Bobo, en collaboration avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. C'est un magasin de dépôt où tout le monde vient stocker des médicaments qu'on vient de découvrir. Donc c'est un véritable jackpot aussi. Dedans, on a toute une panoplie de produits. On part des antibiotiques aux antipyrétiques, les antipalus. Tout ça sont des produits contrefaits, des produits même qu'on ne connaît pas, dont la provenance est douteuse. On a signé à Strasbourg la convention Medicrime, qui est une convention qui criminalise la vente de médicaments MKIF. Donc c'est devenu un crime de vendre des médicaments dans la rue. Cette descente sur le terrain a aussi conduit à la fermeture d'une clinique privée à Djamé, non autorisée à exercer à la suite d'une opération de contrôle faite par le ministre Eugène Kahaouele il y a quelques mois. Nous avons ordonné la fermeture de cet établissement parce qu'il était totalement irrégulier du point de vue administratif. Mais en plus de ça, sur le terrain, nous avons pu constater que les règles d'hygiène n'étaient pas respectées et qu'il y avait une insécurité totale pour la population. Nous sommes revenus faire un constat. Le constat est que déjà, l'ordre de fermeture qui a été donné a été peint. À l'intérieur, il y a une façade qui dit que c'est en travaux, de sorte que, bon, on a l'impression qu'il n'y a pas d'activité, mais à l'intérieur, là-bas, l'activité continue, alors que l'établissement doit être fermé. La sanction que nous avons envisagée rapidement, c'est déjà de saisir les responsables. 80% des 2503 cliniques privées recensées après enquête travaillaient dans l'illégalité. Ces opérations du ministère de tutelle entrent dans le cadre de la lutte contre les faux médicaments du secteur de la santé. Je vous le disais à l'instant, dans le domaine d'économie, le budget 2019 en préparation. Les agents de la direction générale du budget sont en réflexion. Ils ont fait le point des travaux au secrétaire d'État Moussa Sanogo. En 2020, on parlera de budget programme. Ils ont également fait des recommandations pour réussir ce basculement. Des détails avec Jean-Luc Bangbo. Démarré avec la signature de la lettre de cadrage du Premier ministre le 21 juin dernier, le processus d'élaboration du budget 2020 est à l'étape des conférences budgétaires. Les spécialistes des questions budgétaires sont ainsi entrés au laboratoire depuis le 26 juillet dernier. Les travaux des équipes ont consisté, entre autres, à vérifier le respect des orientations données dans la lettre de cadrage de M. le Premier ministre, dans la répartition des enveloppes budgétaires, échanger sur les différentes propositions de répartition des crédits et des emplois par programme et par dotation, et vérifier que les objectifs et les actions qui alimentent les PAP des ministères sont cohérents avec les choix, les priorités stratégiques du gouvernement. La préparation du budget 2020 s'inscrit dans la perspective du basculement en mode budget programme dès le 1er janvier 2020. La Côte d'Ivoire veut ainsi se donner les moyens d'avoir une gestion davantage axée sur les résultats. Les besoins sont extrêmement importants, quasiment illimités. Les ressources sont plutôt limitées, donc ça amène forcément à faire des arbitrages pour savoir où est-ce qu'on affecte la ressource, où est-ce que c'est le plus prioritaire, où est-ce que c'est le plus efficace. Et en basculant en mode budget programme, ça doit pouvoir justement nous aider à améliorer l'efficacité de la dépense. Des séances d'arbitrage sont également prévues après ces conférences budgétaires en vue de peaufiner le budget 2020.
Par la suite, il y aura encore des échanges au niveau, à des niveaux ministériels. Puis, il va falloir que le gouvernement adopte le projet de budget qui va sortir de tout ça avant qu'il ne soit transmis à la mi-octobre au Parlement. 15 octobre 2019, étape ultime du processus de préparation du budget 2020 avec le dépôt du projet de budget au Parlement. Mais avant, le Conseil des ministres devra examiner et adopter l'avant-projet le 25 septembre prochain. Et on parle à présent du programme social du gouvernement, le guichet emploi de la région du Hambol inauguré. Les jeunes de cette localité ont désormais accès à toutes les offres d'emploi. Le ministre Ali Koulibaly exhorte la jeunesse à saisir cette opportunité. Pour lui, cela va réduire le chômage dans la région. Soro Corona. Le guichet emploi de Katiula dans la région du Hambol est désormais fonctionnel. Il a été officiellement ouvert par le ministre Ali Koulibaly. Relais des agences emploi jeunes dans les localités, les guichets emploi se positionnent comme le premier contact entre les jeunes et le dispositif d'aide à l'emploi de la jeunesse. Les jeunes de la région du Hambol pourront désormais accroître leurs opportunités de stage, d'emploi direct, de financement de projets et de formation qualifiante. Les représentants des jeunes et des élus locaux se sont réjouis de la mise en place de ce dispositif. Pour eux, le guichet emploi vient résoudre définitivement la question de l'emploi des jeunes dans la région du Hambol. Son Excellence le Président de la République a inscrit la jeunesse comme une des priorités de l'action gouvernementale. Nous devons alors saisir cette opportunité d'emploi qui s'offre à nous pour sortir de la précarité. À compter d'aujourd'hui, vous devez relayer l'information à tous vos amis jeunes dans les quartiers en leur disant que nous devons tous venir nous inscrire pour avoir accès à des emplois décents. Le ministre Ali Koulibaly a réaffirmé la volonté du président de la République, Alassane Ouattara, à trouver à chaque jeune une opportunité pour s'y prendre en charge. En donnant à l'ouverture de ces guichets emploi jeunes une dimension politique particulière, notre gouvernement apporte ainsi la preuve irréfutable que la jeunesse est sa priorité et qu'aucun sacrifice n'est de trop quand il s'agit de cette jeunesse qui aspire à un mieux-être. Il importe en effet que toute la communauté nationale soit partie prenante dans la mise en œuvre de la politique de l'emploi jeune que porte le président Alassane Ouattara. Les guichets emploi vont générer près de 500 000 emplois d'ici 2020 pour un montant de plus de 141 milliards de francs CFA. Après les 45 guichets emploi ouverts dans les communes des chefs-lieux de région, 156 autres guichets verront le jour dans les communes du pays. Et puisqu'on parle d'emploi, d'autres jeunes bientôt sur le terrain, les 10 300 enseignants contractuels débuteront leur formation le lundi 19 août. 5 300 instituteurs adjoints, 3 000 professeurs de collège et 2 000 professeurs de lycée. Il s'agit de 30 jours de formation pour les enseignants du primaire et 45 jours pour ceux du secondaire. Ces formations visent à renforcer ou à rendre opérationnels ces nouveaux recrutés pour l'année scolaire 2019-2020. Cette action s'inscrit dans le cadre du programme social du gouvernement. Des détails avec Kouyaté Abdoulaye, chef de cabinet au ministère de l'Éducation nationale. Les formations commenceront déjà depuis lundi. Les répartitions sont faites. Il y a 16 CAFOP sur toute l'étendue du territoire national. Les 5 300 instituteurs contractuels pour le primaire seront répartis sur les 16 CAFOP à travers le pays. Mais pour ce qui concerne les secondaires, les répartitions ont été faites, n'est-ce pas, par discipline. Ainsi, au lycée classique d'Abidjan Cocody, ce sont les disciplines comme les lettres modernes, qu'on appelle français, histoire géo et EDHC, qui vont être, qui y seront. Au lycée Mamie Fetter de Bingerville, sciences physiques qu'on appelle maintenant physique-chimie, SVT, sciences de la vie et de la terre et philosophie, qui vont recevoir une formation. Au lycée Mami Adjoua de Yamsokro, ce sera, n'est-ce pas, les professeurs d'éducation physique, de l'anglais et de l'allemand qui y seront. Et enfin, au lycée moderne Jeune Fille de Boaké, il y a les mathématiques, les TIC et l'espagnol qui seront formés. L'emploi, l'éducation comme la sécurité au cœur des actions du gouvernement. La police de Korogo, dotée de véhicules, elle a reçu 2 pick-up, un don du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Cela traduit un engagement pour sécuriser davantage la ville, nous dit Amy Sissoko.
2 pick-up flambant neufs munis de gyrophares. C'est le don du Premier ministre Amadou Coulibaly à la police de Korogo. Les véhicules ont été remis au préfet de police par Lassina Binaté, préfet intermédiaire du département de Korogo. Il s'agit de renforcer les moyens de mobilité des forces de l'ordre en vue de faciliter les interventions. Recevant les clés des véhicules, Kwame Kwasi Boitini, préfet de police, a pris l'engagement d'apporter encore plus de tranquillité aux populations. On est vraiment heureux de recevoir ce don. Pour nous, c'est un défi constant, donc de maintenir le cap de la sécurité qu'on a pu atteindre, mais il faut aller au-delà. Donc, pour nous, le message, c'est qu'il faut mieux faire. Apporter la sérénité même dans les localités les plus reculées de Korogo, c'est ce travail au quotidien qui mérite d'être encouragé à travers le geste du Premier ministre, a indiqué Lassina Binaté, préfet intermédiaire du département de Korogo. Je pense que ça leur permettra d'accroître leur capacité d'intervention et aussi de sécuriser notre ville qui est devenue un agropole au plan économique, au plan culturel et au plan administratif. Nous recevons de plus en plus d'autorités et il est bon que les forces de l'ordre soient équipées pour assurer la sécurisation des biens et des personnes qui viennent visiter nos régions et aussi des populations locales. Lassina Binaté a rappelé que l'indice de sécurité évolue positivement car il n'y a pratiquement plus d'attaques à main armée dans le Poro et cela est rassurant pour les populations. Et on va rester dans le même élan d'équipement. Le ministère des Affaires étrangères a de nouveaux bâtiments annexes, environ 520 millions de francs CFA d'investissement. Les responsables ont reçu les clés aujourd'hui. Les 2 bâtiments renforcent le cadre de travail des agents. Ahmed Traoré, Salima Toudia. Ils avaient pris des rides au fil des années. 2 bâtiments du ministère des Affaires étrangères font peau neuve. Ces 2 bâtiments qui datent de l'époque coloniale ont été réhabilités d'un coût d'environ 520 millions de francs CFA. Ces 2 bâtiments contiennent chacun 25 pièces. L'expert du BNET, Bureau national d'études techniques et de développement, nous fait l'état des lieux. Il fallait garder l'aspect historique du bâtiment parce que c'est un bâtiment colonial. Il fallait réhabiliter à l'identique. Donc nous avons réhabilité tout ce qui est l'eau technique, électricité, climatisation, téléphone qui n'existait pas au départ. Sécurité, incendie, vidéosurveillance. Selon le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, les travaux ont été réalisés conformément au cahier de charges. La réception des clés aujourd'hui est pour nous un ouf de soulagement parce que nous avions la pression, nous avons déjà les équipements qui ont été mis à disposition du ministère par un partenaire, un de nos partenaires, mais malheureusement, comme les locaux n'étaient pas disponibles, on ne pouvait pas mettre en œuvre le projet de cantine du ministère des Affaires étrangères. Pour les responsables du ministère des Affaires étrangères, ces 2 bâtiments composés d'un rez-de-chaussée plus 2 étages viennent à point nommé. Ils permettront de désengorger les bureaux. Dans l'actualité politique, ce soir, le RHDP tend sa toile dans le Moronou. Le coordonnateur régional appelle à investir le terrain. Samedi dernier, à Bongouanou, Théophile Awandoli a partagé les grandes lignes d'action à mettre en œuvre. Il a également insisté sur le vivre ensemble et la cohésion sociale. Alexis Ouedraogo. Le Moronou en ordre de bataille pour stabiliser la base du RHDP dans la région. Samedi à Bongouanou, le coordonnateur régional Théophile Awandoli a exhorté ses hommes à investir le terrain. Nous devons renverser la tendance. Tu es dans ton quartier, tu dois maîtriser ton quartier. Tu es dans ton village, tu dois maîtriser ton village. On t'a nommé délégué sous-préfectoral ou délégué départemental, mais tous les jours, tu dois être là. Si le RHDP est majoritaire, au plan national, le RHDP, par notre travail, devra être majoritaire dans le Moronou. Pour Théophile Awandoli, il faut une équipe au travail. Il a donc invité ses hommes à l'union autour d'objectifs clés, notamment la victoire du parti. Pour que nous puissions travailler dans la sérénité et bien travailler, il faut que, mesdames et messieurs, nous soyons soudés. On doit travailler pour la victoire du RHDP.
Les victoires individuelles, là, ça va venir après. Et déjà, les équipes sont mises en mission pour sillonner les villages et hameaux les plus reculés et porter le message de rassemblement. Un message de rassemblement que partagent le groupement des partis politiques pour la paix, le GPP et l'Union républicaine pour une nouvelle Côte d'Ivoire ont signé un partenariat. Cette formation politique entend pleinement jouer son rôle, contribuer au renforcement de la démocratie dans le pays. Ahmed Traoré, Alexis Ouedraogo. Le président du parti politique URSA, Union républicaine pour une Côte d'Ivoire nouvelle, prend position face à la classe politique qui se montre de plus en plus violente en ces mots. Il présente sa formation comme un parti qui contribuera à œuvrer pour la paix et adhère donc au GPP, le groupement des partenaires politiques pour la paix. Tout parti qui milite pour la résolution de la paix, nous adhérons à cette résolution parce que nous avons constaté les dernières années, c'est la jeunesse qui a payé le prix fort. Donc, arrivé un moment, il faut prôner la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire. Les ambitions, déjà, c'est de propager ce message à travers la Côte d'Ivoire. C'est d'inculquer la notion de la paix aux jeunes de Côte d'Ivoire. Et ensuite, c'est de passer aux élections à venir. Une démarche que salue Henriette Lagou, coordonnatrice générale de ce groupement politique désormais composé de 14 partis. Nous sommes venus pour faire avancer la démocratie en Côte d'Ivoire. Et nous sommes venus pour faire la politique autrement. Et donc, c'est ce que ce partenaire politique a compris et a décidé de rejoindre le groupe GPP. Nous lançons un appel aux autres partis de rejoindre le GPP pour que nous puissions œuvrer ensemble pour la paix en Côte d'Ivoire et une cohésion sociale de façon totale. Selon son président, l'URSA est un parti centriste né en décembre 2018. À l'instar des autres partis qui composent le GPP, lui se présente comme un parti d'opposition alternative, un parti qui critique et propose des solutions concrètes. Et je vous emmène à présent un peu plus à l'est du pays. Parlons de la 4e édition des journées socio-culturelles. C'est un cadre de promotion de ces valeurs. C'est dans le village de Diangobo, dans la sous-préfecture de Yakassi à Tobrou. Le ministre Seka Seka Joseph a annoncé les projets de développement dans le département. Le point avec Mamadou Kwasi. Diangobo, ce village de la sous-préfecture de Yakassi à Tobrou s'est inscrit depuis quelques années dans une dynamique de développement. Cela se traduit par la réalisation de plusieurs infrastructures. Des infrastructures pour répondre aux besoins des populations, de plus en plus jeunes. L'ouverture des 4e journées socio-culturelles dénommées Enveux Diangobo a été l'occasion pour la mutuelle de développement du village de revenir sur certains projets de développement, notamment la construction d'écoles primaires et des consultations médicales. Ces festivités constituent un cadre de promotion des valeurs culturelles de la région. Aujourd'hui, nous voulons créer une nouvelle école, une 4e école pour notre village. Parce qu'il faut dire ici qu'il y a vraiment un besoin. Les enfants sont recrutés à 9 ans au CPE. Au niveau de la santé aussi, à chaque édition, nous envoyons nos jeunes cadres, que ce soit des médecins, des infirmiers, des sages-femmes. Nous les ramenons chaque année au village, 2 jours durant, pour prendre en charge nos parents. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, cadre de la région, par ailleurs patron de l'événement, salue l'esprit de solidarité qui règne dans le village, avant de rappeler les projets de développement immédiat annoncés par le président de la République, Alassane Ouattara. Très bientôt, on va commencer le goudron. Hier, les responsables de la société qui doivent faire le goudron sont allés jusqu'à Biébi pour commencer à faire le maîtrise, ce qui veut dire que très bientôt, le goudron va passer ici. Bientôt, les problèmes d'eau, nous n'en aurons plus, non? Parce que les canalisations sont maintenant arrivées à Dopé, reste à venir installer l'usine de traitement et il y aura des emplois pour la jeunesse. Le professeur Joseph Seka Seka a également lancé un message à ses parents dans la lutte contre l'orpaillage clandestin qui sévit de plus en plus dans la région. Diverses maladies cardiaques, pulmonaires, tout à l'heure on parlait de cataracte. Chers parents, ça ne vient pas de trop loin. C'est vrai, ces maladies existent avant, mais la flambée, le nombre qui augmente est dû au fait que ces gens qui viennent exploiter l'or utilisent des produits qu'on appelle le mercure, le cyanure, et ce sont ces produits-là qui donnent toutes ces graves maladies qu'on ne peut pas guérir et qui risquent de nous emporter un à un comme ça a commencé déjà à le faire. Combattons l'orpaillage clandestin si nous voulons éviter ces maladies-là. Des consultations médicales gratuites
et des activités sportives constituent des moments forts de ces 4e journées socio-culturelles et sportives de Diangobo. Les acteurs, comédiens, producteurs, réalisateurs ont désormais leur carte professionnelle de cinéma. C'est un projet qui va permettre une meilleure organisation du milieu. C'est le ministre de la Culture, Maurice Kwaku Bandama, qui a procédé à la remise de ces cartes. C'était au siège de l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire. Désiré Kofi et Franck Adio. C'est désormais chose faite. Les hommes de cinéma et de l'audiovisuel ont leur carte professionnelle. Un outil d'identification qui devrait apporter plus de crédibilité et de professionnalisme dans un milieu qui est de plus en plus en proie à des contenus médias distribués par des canaux illégaux. Toute activité maintenant que tu dois faire, il faut montrer que tu es identifié, c'est-à-dire que tu es professionnel dans le corps de notre métier. Cette première vague de remise de cartes d'identification concerne 150 professionnels sur 400 déjà identifiés. Les bénéficiaires se disent très heureux pour l'initiative. Je crois que c'est assez salutaire parce que cette carte, ça vient nous fédérer, ça nous rapproche, ça nous donne la conduite à tenir, ça nous rend encore plus solides et sérieux. Des cartes d'honneur ont été décernés aux professionnels des médias ayant œuvré un certain nombre d'années pour le cinéma ivoirien. Nous sommes très contents. L'année dernière, je devais faire un dossier quelque part et on m'a demandé ma carte professionnelle. J'étais très étonné parce que je n'avais jamais entendu parler de ça ici. Donc j'ai dû produire une carte Burida à la place de la carte professionnelle. Pour la tutelle, l'identification des acteurs du cinéma en Côte d'Ivoire est un pas qui vient renforcer le rang de 5e qu'occupe la Côte d'Ivoire en matière de cinéma en Afrique. L'État de Côte d'Ivoire, depuis l'avènement du président Alassane Ouattara, fait des efforts pour que chaque année, nous ayons des films. Et nous souhaitons que ces films et ces séries soient connus à l'échelle mondiale. C'est pour cela que nous prendrons comme un des critères la détention de la carte professionnelle. Parce que cela veut dire que c'est un critère de qualité. Le sujet de la formation de la jeune génération a aussi été abordé. L'ouverture très prochaine d'une dizaine de salles de cinéma en Côte d'Ivoire a été également évoquée au cours de cette rencontre. C'était un reportage de Désiré Kofi dans un récit de Godefroy Okambawa. Le 7 août dernier, célébré hors du pays, une fête de l'indépendance organisée dans les représentations à l'extérieur. L'ambassade de Côte d'Ivoire en France a marqué l'an 59. L'ambassadeur Charles Gomis a appelé les Ivoiriens en France au vivre ensemble. Mamadou Kwasi. À 6000 km d'Abidjan, la communauté ivoirienne de France commémore les 59 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Une célébration marquée essentiellement par un cérémonial militaire avec les éléments placés sous l'autorité de l'attaché de défense, le général Adama Koné, et l'adresse de l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France et à Monaco, Charles Gomis. Le diplomate a saisi l'occasion pour inviter ses collaborateurs à plus d'ardeur au travail. La Côte d'Ivoire a repris sa marche vers le développement avec l'Ivoirien nouveau et je dirais le diplomate ivoirien nouveau qui implique pour ce dernier discipline, rigueur, travail, respect de la chose publique et sens élevé du devoir. Je vous engage donc à rester mobilisés pour les nombreuses tâches à accomplir afin de faire de l'ambassade de Côte d'Ivoire en France le fleuron de notre diplomatie. Charles Gomis a annoncé la réhabilitation des locaux de la chancellerie ainsi que les bâtiments annexes en vue de faciliter les conditions de travail du personnel diplomatique. Il a également réitéré son engagement à voir les Ivoiriens vivant en France à plus d'union et d'entente pour contribuer au développement de la nation ivoirienne. C'est depuis 1960 que la Côte d'Ivoire entretient officiellement des relations diplomatiques avec la France. La France est le premier pays de l'Union européenne en termes d'échanges commerciaux avec la Côte d'Ivoire. On va rester en France pour parler du pèlerinage à Lourdes. Il a débuté lundi dernier. En cette fête de l'Assomption, les pèlerins appelés à cultiver certaines vertus, une invitation à suivre Jésus et lui ressembler, un gage de l'espérance d'une richesse et d'un bonheur. Envoyé spécial, Grâce Kando. Basilique Pie X de Lourdes en France. L'édifice religieux a refusé du monde ce jeudi 15 août, jour de la célébration de la fête de l'Assomption, qui marque l'entrée de la Vierge Marie dans la gloire du ciel avec son âme et son corps.
Plus de 300 000 pèlerins venus de 180 pays, dont la Côte d'Ivoire, ont participé à la messe. Pour nous, nous espérons en tout cas que cette célébration sera l'occasion, comme nous avons déposé la bougie à ses pieds, avec pour vœu à son attention de désarmer les cœurs des Ivoiriens. Donc nous espérons qu'à l'occasion de cette montée au ciel, la Vierge montera avec ses intentions afin que le cœur de tous les citoyens ivoiriens soit rempli d'amour, soit désarmé et que notre pays continue de vivre dans l'harmonie. C'est un nouveau départ pour l'humanité. À travers donc la fête de l'Assomption, nous devons cultiver les valeurs de l'humilité, de l'amour sincère et vrai entre frères et sœurs. Parce que Dieu même a dit dans sa parole, aimez-vous les uns les autres. Donc nous devons commencer par cette Assomption. La fête de l'Assomption a été proclamée par le pape Pie X le 1er novembre 1950. La Vierge Marie, c'est la première femme qui a réussi sa vie, qui est montée au ciel, mais qui a dit oui tous les jours sur terre, dans les joies comme dans les peines. Marie, c'est notre mère à tous. Elle mérite d'être célébrée, elle est vénérée. Elle est vénérée, elle nous rappelle qu'il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour son Fils Jésus. Elle s'efface pour nous envoyer chaque fois vers ce ciel. Après la fête de l'Assomption, les chrétiens catholiques vont célébrer la fête de la Croix glorieuse le 14 septembre prochain. Cette célébration rappelle l'importance de la croix dans l'histoire du salut. Un autre pèlerinage, celui des musulmans. Fin de l'édition 2019 à la Mecque, les pèlerins ivoiriens ont assuré tous les rites. Après cette retraite spirituelle, il faut préserver les acquis. Alors question, comment y arriver? Suivant ce reportage d'Abdoulaye Koné, envoyé spécial en Arabie Saoudite. Après Arafat et Mousdalifa, les pèlerins ont lapidé les stèles à Mina, 72 heures de lapidation qui marquent la fin du Hajj 2019. Lorsqu'on lapide Satan, on grandit en spiritualité. Et lorsqu'on grandit en spiritualité, on grandit aussi en amour en Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on grandit en amour vers Allah subhanahu wa ta'ala, on devient un homme pieux. Et un homme pieux n'a autre mérite que le paradis. Si accomplir le Hajj est dorénavant un acquis pour ces milliers de pèlerins ivoiriens, les différents encadreurs religieux en appellent à la préservation des acquis. Je quitte au Hajj, comme je suis clean, je ne pose pas d'actes qui vont à la compte de ce que l'islam nous demande. Donc vraiment, il faut craindre Allah sincèrement. Mettre Dieu dans tout ce que nous faisons et s'éloigner de tout égarement que le Satan met sur notre voie. De Médine à la Mecque en passant par Mousdalifa, Arafat et Mina, le commissaire du Hajj dresse le bilan. Le bilan est positif. Il y a eu beaucoup d'innovations. Il y a eu beaucoup de choses qui permettent aux pèlerins d'être à l'aise pour diminuer le temps d'attente, que ce soit au niveau de la mosquée de la Riviera Golfe ou à l'aéroport, et même ici. Tous les regards sont désormais tournés vers la capitale économique ivoirienne. Le premier vol au départ de Djeddah devrait atterrir le dimanche 18 août prochain. Dans le reste de l'actualité, en République démocratique du Congo, 2 cas confirmés dans le Sud Kivu. Il s'agit d'une femme et de son jeune enfant. Selon le gouverneur du Sud Kivu, la mère est décédée. Le nourrisson pris en charge par l'équipe médicale. C'est la première fois que cette région est confrontée à la maladie à virus Ebola. Toutes les personnes ayant été en contact avec les 2 cas sont toujours, selon le gouverneur, en cours d'identification pour vaccination. La RDC lutte contre la 10e épidémie d'Ebola sur son sol depuis l'apparition de la maladie en 1976. Et puis au Cameroun, des pirates ont attaqué 2 navires commerciaux. L'une des attaques s'est soldée par le kidnapping de 9 marins civils chinois. 8 Ukrainiens également enlevés. Les 2 bateaux étaient au mouillage au large de Douala. Des recherches ont été lancées à partir notamment de Douala et Cotonou. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Bonsoir.